Le fils de mon frère est sorti de la chambre de mon fils, portant accidentellement son casque Apple Vision Pro à 1850 €. Mon frère a ri. Ça lui va mieux. Maman a ajouté, détends-toi, ton gamin peut partager pour une fois. Ce n'est qu'un jouet, pas une maison. J'ai simplement souri, et j'ai dit, alors, gardez-le. À 6 heures du matin, papa martelait à ma porte, sous la pluie, pieds nus, et tremblant. Le casque était sur le mauvais visage. C'est la première chose que j'ai réalisée, en sortant de la salle de bain, chez mes parents, un samedi après-midi de juillet. Mon neveu Jay, âgé de 13 ans, se tenait dans le couloir, devant la chambre de mon fils, portant une paire d'Apple Vision Pro qui ne lui appartenait pas. La façade en verre mat et le cadre en aluminium reposaient sur son front, telle une couronne qu'il s'était lui-même décernée. L'affichage numérique était actif. Les caméras spatiales suivaient ses mains. Il riait, et agitait les bras vers quelque chose, que lui seul pouvait voir. Le Vision Pro appartenait à mon fils, Eli, âgé de 12 ans. Je le lui avais acheté pour son anniversaire, 6 semaines plus tôt. 1850 €. Pas le genre d'achat que je fais à la légère. Je suis analyste de données. Je réfléchis à chaque chiffre. J'ai calculé le coût par rapport à mes économies, à mes dépenses mensuelles, et au regard sur le visage de mon fils, quand il a ouvert la boîte. Ce regard a tout surpassé. Eli l'utilisait, pour concevoir des modèles 3D dans une application d'architecture qu'il avait trouvée lui-même. Il construisait des pièces, des structures, et des paysages, bien au-delà de ce qu'un enfant de 12 ans devrait être capable de faire. Sa professeure d'art plastique m'avait envoyé 2 emails, pour me dire que le travail de conception spatiale d'Eli était d'un niveau universitaire. Ce casque n'était pas un jouet. C'était l'outil que mon fils utilisait, pour construire les choses qu'il avait dans la tête. Eli se tenait dans sa chambre, à 2 mètres de l'encadrement de la porte, regardant son cousin s'éloigner, en portant son cadeau d'anniversaire. Ses mains étaient le long de son corps. Son visage était celui d'un garçon qui, à 12 ans, a appris que dans cette famille, protester coûte plus cher que de perdre. Mon frère Vaughn était dans le salon. 33 ans, bâti comme quelqu'un qui a atteint son apogée au lycée, grâce au football américain, et qui vit sur cet acquis depuis. Il était adossé au canapé, un bras sur le dossier, l'autre tenant une bière. Quand je suis entré dans le couloir, et que j'ai regardé Jay, puis Eli, puis le casque, Vaughn a souri. Pas le genre de sourire qui exprime de la chaleur. Plutôt celui qui signifie, je te regarde découvrir quelque chose que je savais déjà, et ça m'amuse. Ça lui va mieux, a dit Vaughn. Il l'a dit assez fort, pour qu'Eli l'entende depuis la chambre. Ma mère, Irene, était dans l'encadrement de la porte de la cuisine. 59 ans, un torchon sur l'épaule. La posture d'une femme, qui gère l'humeur d'un foyer depuis 30 ans, en se rangeant toujours du côté du plus bruyant. Elle m'a regardé, puis a regardé Jay, et a dit, détends-toi, Corbin. Ton gamin peut partager pour une fois. Ce n'est qu'un jouet. Pas une maison. Pas une maison. Elle a dit ça, en se tenant dans une maison qui m'appartient. Elle ne le savait pas. Personne dans la pièce ne le savait. Mais elle l'a dit, et ces mots sont restés en suspens dans l'air, comme une mèche allumée par les 2 bouts. Mon père, Dal, était dans son fauteuil. 62 ans, ancien directeur de magasin de pièces automobiles à la retraite. Des lunettes de lecture sur le nez, et le journal plié à la page des mots croisés. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas dit à Jay de le rendre. Il n'a pas dit un mot. Son silence était l'approbation la plus bruyante de la pièce. J'ai regardé mon fils, debout dans l'encadrement de la porte d'une chambre qu'il visitait, observant un garçon de 13 ans parader avec son cadeau d'anniversaire, pendant que les adultes riaient, ou se taisaient. Les yeux d'Eli ont croisé les miens. Il ne m'a rien demandé de faire. Il n'en avait pas besoin. Son regard suffisait. Il disait, je sais comment fonctionne cette famille, papa. Je voulais juste savoir si, toi aussi, tu le savais. J'ai souri. Pas un sourire chaleureux. Le genre de sourire, qu'un homme arbore, quand le dernier fil d'un très vieux circuit vient enfin de griller, et que le système est sur le point de s'éteindre. Alors, gardez-le, ai-je dit. L'ambiance dans la pièce a changé. La bière de Vaughn s'est arrêtée, à mi-chemin de sa bouche. La main d'Irene s'est crispée sur le torchon. Dal a levé les yeux de ses mots croisés, pour la première fois. Personne ne s'attendait à ça.
Il s'attendait à ce que je discute. Il s'attendait à ce que je négocie, que je plaide, que j'explique pourquoi le casque était important. Que je joue le rôle du frère sensible, qui accorde trop de valeur aux choses, et qui ne se défend jamais. Au lieu de ça, je l'ai donné. Et ce don, c'est ce qui les a effrayés, même s'ils ne savaient pas encore pourquoi. Ellie, prends ton sac, ai-je dit. On rentre à la maison. Ellie est passée devant Jay sans le regarder, a ramassé son sac à dos à côté de la porte d'entrée, et m'a suivi jusqu'à la voiture. Je n'ai pas parlé à Vaughn. Je n'ai pas parlé à Irene, ni à Dal. J'ai ouvert la portière pour mon fils, j'ai fait le tour du côté conducteur, et je me suis assis au volant. Avant de démarrer le moteur, j'ai plongé la main dans ma poche, et j'ai retiré la clé de la maison de mon trousseau. En laiton. Anneau en acier ordinaire. Copie du propriétaire. La clé de la maison, dans laquelle mes parents étaient assis. La maison, dont personne à cette table ne savait que j'étais le propriétaire. Je l'ai posée sur la console centrale, et j'ai démarré la voiture. À mi-chemin, Ellie a dit, tu leur as dit de le garder. Oui. Ça coûtait 1850 €, papa. Je sais exactement combien ça coûtait. Il est resté silencieux un moment. Puis il a demandé, tu vas le récupérer? Non, ai-je répondu. Je vais faire quelque chose de mieux. Si vous avez déjà quitté une pièce, où votre famille traitait votre enfant comme s'il n'avait aucune importance, et que vous êtes resté silencieux, non pas par soumission, mais parce que vous planifiez votre réponse au lieu de réagir, vous êtes sur la chaîne Le Coin Reddit. Restez avec moi. Je m'appelle Corbin Thorne. J'ai 36 ans, et je travaille comme analyste de données principale, dans une entreprise du secteur de la santé, à Portland, dans l'Oregon. Je suis les tendances dans de grands ensembles de données, je construis des modèles prédictifs, et je traduis des chiffres en rapports, qui disent aux gens des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Je gagne 155 000 € par an. J'ai une feuille de calcul, pour tout. Mon prêt immobilier, mes charges, mes dépenses alimentaires par semaine. Et un fichier maître, que personne dans ma famille n'a jamais vu, intitulé au registre de la maison Thorne, qui contient chaque dollar que j'ai dépensé, pour la maison où vivent mes parents et mon frère. En 2019, mes parents avaient 3 mois de retard sur leur prêt immobilier. La banque avait envoyé 2 avis. Un troisième déclencherait une procédure de saisie. Dal avait pris une retraite anticipée du magasin de pièces automobiles, après une blessure au dos. Et le travail à temps partiel d'Irene, dans une friperie d'église, ne suffisait pas à combler le manque. Ils ne m'ont pas dit qu'ils avaient des problèmes. Je l'ai découvert grâce à un avis de privilège fiscal du comté, qui est apparu dans une recherche de documents publics que je faisais, en aidant un collègue sur un projet de données. La maison où j'ai grandi, celle de Fulton Street, où les marques de ma taille sont encore sur le cadre de la porte, dans le couloir de l'étage. Cette maison était à 90 jours d'être saisie. Je l'ai achetée discrètement, par le biais d'un trust, que mon avocat Quinn Osgood m'a aidé à mettre en place. Le prix d'achat était de 185 000 €. Payé avec des économies que j'accumulais, depuis mes 24 ans. J'ai remboursé le solde du prêt, j'ai levé le privilège fiscal, et j'ai obtenu le titre de propriété. Le trust est à mon nom. L'acte est enregistré, auprès du comté de Multnomah. Je suis le propriétaire de la maison. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas dit à Vaughn. Quinn m'a conseillé de le leur dire. J'ai répondu que je le ferais, et puis, je ne l'ai pas fait. Parce que je savais ce qui se passerait. Ils ne me diraient pas merci. Ils diraient que la maison avait toujours été la leur, et que je n'avais fait qu'aider avec la paperasse. Alors, j'ai gardé l'acte dans mon classeur, et la clé à mon trousseau. Et je les ai laissés y vivre, comme si rien n'avait changé. Pendant 5 ans, j'ai payé chaque facture de taxes foncières, 42 000 €. J'ai payé l'assurance habitation, 18 000 €. J'ai payé pour le remplacement du toit en 2021, la chaudière en 2022, la réparation de la plomberie en 2023, et le solde de la cuisine en 2024, 31 000 € en entretien et réparation. Investissement total, 276 000 €. Chaque paiement, consigné dans le registre de la maison Thorne. Ligne par ligne, date par date, reçu par reçu. Je ne leur ai rien facturé. Pas de loyer, pas de charge. Pas $1, pour les courses, ni pour le chauffe-eau, ni pour l'arbre qui est tombé dans le jardin pendant la tempête de verglas de 2022, et pour lequel j'ai payé une équipe 3 200 €,
pour le faire enlever. Pendant ce temps, Dal regardait depuis la fenêtre de la cuisine, et disait, ils font du bon travail. J'ai couvert les frais, à chaque saison que cette maison a traversée. Parce que je croyais qu'à un moment donné, quelqu'un dans cette famille me regarderait, et me dirait, je vois ce que tu fais. Personne ne l'a fait. Personne n'a regardé. Personne n'a demandé comment la chaudière avait été remplacée, ou d'où venait le nouveau toit. La maison, tout simplement, continuait de fonctionner. De la même manière que l'électricité continue de circuler, quand quelqu'un, derrière les murs, entretient le système électrique. Vaughn est revenu s'installer, après son divorce il y a 2 ans. Il est arrivé avec un camion plein de cartons, et une histoire sur le fait qu'il avait besoin de quelques mois, pour se remettre sur pied. Les quelques mois, sont devenus 2 ans. Il a pris la chambre d'amis du rez-de-chaussée, a garé son camion dans l'allée, et a commencé à parler de la maison comme de la maison familiale, comme s'il s'agissait d'une communauté, et non d'une propriété sans hypothèque, appartenant à son frère. Il n'a jamais demandé qui en était le propriétaire. Il n'a jamais demandé qui payait les factures. Il a demandé à Dal combien était le loyer. Et Dal, assis dans un fauteuil, dans une maison qui ne lui appartenait pas, a répondu, $600 par mois devrait couvrir ta part. Vaughn a payé. Dal a empoché. Je n'ai rien reçu. Ellie est toute ma vie. Il a 12 ans, il est calme, artiste, et plus intelligent que ce que ses résultats scolaires ne le montrent. Parce que les résultats scolaires ne mesurent pas les domaines, dans lesquels il excelle. Il conçoit des bâtiments en 3D, dans des logiciels de création spatiale. Il dessine des plans d'étages sur du papier millimétré. Il m'a dit une fois, qu'il voulait être architecte. Et je lui ai répondu qu'il l'était déjà. Il n'a juste pas encore la licence. Sa mère est partie, quand il avait 7 ans. Elle a déménagé à Austin, avec un homme qu'elle a rencontré en ligne. Et elle envoie une carte d'anniversaire chaque mois de mars, qui arrive avec 2 semaines de retard. Ellie ne parle pas d'elle. Je n'aborde pas le sujet. Nous avons construit notre monde l'un autour de l'autre, et nos murs sont solides. Quinn Osgood est la raison pour laquelle j'ai tenu des registres. Quinn a 38 ans. C'est un avocat spécialisé en droit immobilier, qui s'est occupé de l'achat via le trust. Et c'est mon ami le plus proche, depuis la journée d'orientation à la fac de droit. À l'époque, j'étais encore en pré-droit, avant de passer à la science des données. La semaine précédant l'incident de samedi, Quinn est venu à mon appartement pour boire une bière. Je lui ai mentionné, que Vaughn avait commencé à appeler Ellie l'accro aux écrans, lors des dîners de famille. Quinn a posé son verre, et a dit, tu es le propriétaire de la maison où ils vivent, Corbin. Tu paies toutes les factures. Et il se moque de ton fils, à la table que tu as payée. Quand est-ce que tu vas enfin ouvrir les comptes? J'ai failli lui dire que je m'en occuperai après l'été. Ce qui m'a arrêté, c'est la façon dont Quinn a dit, ton fils. Pas Ellie. Ton fils. Ce possessif a eu un écho différent. Il m'a rappelé que ce qui se passait à cette table, n'était pas une question de surnom. C'était un schéma de mépris, dirigé contre un garçon de 12 ans, qui ne pouvait pas se défendre. Parce que tous les adultes dans la pièce, avaient décidé qu'il n'avait pas besoin d'être défendu. Ce samedi soir-là, après avoir ramené Ellie à la maison, et lui avoir préparé des pâtes avec la sauce en pot qu'il aime, parce que je n'étais pas d'humeur à cuisiner quelque chose qui demandait de l'attention, je me suis assis avec lui sur le canapé. Pendant qu'il regardait un film sur des robots qui construisent une ville. J'ai attendu que ses yeux se ferment, et que sa respiration ralentisse. Et je l'ai porté jusqu'à son lit, comme je le porte depuis qu'il était assez petit pour tenir entièrement dans mes bras. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux. J'ai sorti les chiffres. Je me suis assis à la table de la cuisine, avec un verre d'eau que je n'ai pas bu. La clé de la maison, posée sur la console centrale, à 3 mètres de là, dans la voiture. Et j'ai ouvert chaque feuille de calcul, chaque portail bancaire, chaque registre de propriété, auquel j'avais accès. La chaise vide en face de moi, était celle où Ellie était assis pour le dîner, 90 minutes plus tôt. Son assiette était encore dans l'évier, sa fourchette posée dessus, un seul rotini collé à une dent. L'appartement était silencieux, de la façon dont les appartements sont silencieux quand un enfant dort. Et la seule personne éveillée, est un homme, avec une feuille de calcul, et une décision à prendre. Le premier chiffre que j'ai sorti, je ne m'y attendais pas.
J'ai accédé au portail des impôts fonciers du comté, pour vérifier ma prochaine date de paiement. Et pendant que j'étais connecté, j'ai fait une recherche, sur tous les privilèges, réclamations, ou enregistrements de location, associés à l'adresse de Fulton Street. Il n'y en avait aucun à mon nom. Mais il y avait une déclaration de revenus locatifs, déposée par Dalton auprès du département des revenus de l'État. Déposée annuellement, pendant 5 ans. Revenus locatifs déclarés, 600 € par mois, pour un seul locataire. Le locataire était répertorié comme étant Vaughn Thorne. Je suis resté là, à digérer l'information pendant 30 secondes. Puis, j'ai ouvert les relevés bancaires de Vaughn. Quinn avait mis en place un accord d'accès financier familial partagé, il y a des années pour le trust. Ce qui me donnait une visibilité autorisée, sur les transactions impliquant l'adresse de la propriété. Vaughn avait payé à Dal 600 € par mois, tous les mois, pendant 5 ans. Soit 36 000 €. Dal avait perçu un loyer de la part de Vaughn, pour une maison qu'il ne possédait pas. Une maison qui m'appartenait. Une maison où je l'ai laissé vivre, gratuitement. Dal faisait payer un loyer à son propre fils, sur ma propriété, et en gardait chaque dollar. J'ai failli appeler Dal, sur le champ. Il était minuit. La pluie commençait à tomber dehors. J'avais le téléphone à la main, son numéro sur l'écran. Je voulais l'entendre essayer de s'expliquer. Je voulais entendre la pause, le raclement de gorge, l'excuse qui ne tiendrait pas la route. Ce qui m'en a empêché, c'est la feuille de calcul. Le registre de la maison Thorne était toujours ouvert, sur l'onglet suivant. 276 000 €, en ligne bien nette. Et à côté, maintenant, une nouvelle colonne que je venais de créer. 36 000 €, en loyer perçu par un homme, qui ne détient pas l'acte de propriété. Ces chiffres n'avaient pas besoin d'un coup de fil. Ils avaient besoin d'un avocat. Vaughn pensait qu'il payait un loyer. Dal pensait que personne ne vérifierait. Et moi, j'étais assis à la table de ma cuisine, à 23 h un samedi soir, fixant une feuille de calcul, qui me disait que mon père avait monté une petite arnaque discrète, sur le fils qu'il favorisait, en utilisant la maison que le fils qu'il méprisait, avait payée. J'ai failli fermer l'ordinateur portable, et aller me coucher. Ce qui m'a arrêté, c'est la clé de la maison, posée sur la console centrale de ma voiture, là où je l'avais mise 4 heures plus tôt. La clé que j'avais retirée de mon trousseau, en sortant d'une maison où le cadeau d'anniversaire de mon fils avait été volé, et où tout le monde avait ri. Cette clé, n'allait pas retourner sur ce trousseau. Et cette maison, n'allait plus être gratuite. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Quinn. Il a répondu à la deuxième sonnerie, parce que Quinn répond toujours, quand j'appelle après 22 h. Il sait que je n'appelle pas tard, sauf si les chiffres m'ont révélé quelque chose, sur lequel je ne peux pas rester assis. J'ai besoin de 3 choses, ai-je dit. Une annonce immobilière à la valeur du marché, un préavis d'expulsion de 30 jours signifié à tous les occupants, et un rapport de police pour le Vision Pro. Quinn est resté silencieux un moment. Le Vision Pro, un rapport de police? J'ai sorti de la chambre d'Ellie en le portant. Vaughn lui a dit de le garder. C'est un vol de biens, d'une valeur de 1850 €. J'ai le reçu, et une photo horodatée d'Ellie le portant, le jour où je le lui ai offert. Et la maison. Mets-la en vente demain matin. La valeur marchande est de 310 000 €, d'après la dernière analyse comparative que j'ai faite en avril. Et je veux un panneau dans le jardin, avant que quiconque dans cette maison ne se réveille. Corbin, c'est la maison de tes parents. Es-tu sûr de vouloir procéder de cette manière? C'est ma maison. Ils y vivent, parce que je le leur permets. Et aujourd'hui, dans ma maison, le fils de mon frère a volé quelque chose à mon fils. Et ma mère m'a dit de me détendre, parce que ce n'était qu'un jouet. Et pas une maison. Elle ne sait pas à quel point elle avait raison. Je veux qu'il voie le panneau, avant d'entendre l'explication. Quinn est resté silencieux pendant 3 secondes. Puis il a dit, j'aurai les documents de mise en vente prêts avant minuit. L'agente immobilière, une femme nommée Gillian de notre cabinet, peut planter le panneau demain à 5 h 30. Dimanche matin. Le préavis d'expulsion partira en recommandé, dès lundi matin. À 23 h 40, j'ai envoyé par email à Quinn l'autorisation de mise en vente, avec ma signature numérique. Ensuite, j'ai déposé le rapport de police en ligne, via le portail non urgent de la police de Portland. Vol de biens personnels, valeur 1850 €.
Suspect, J. Thorne, 13 ans, sous la garde de son père, Vaughn Thorne. Soustrait à la possession d'Ellie Thorne, à l'adresse de Fulton Street. J'ai joint le reçu d'achat, une photo d'Ellie portant le casque le jour où je le lui ai offert, avec les métadonnées indiquant la date et les coordonnées GPS, et une description écrite de l'incident. Le rapport a été reçu, et un numéro de dossier lui a été attribué, avant minuit 30. Si cette histoire vous serre la poitrine, restez là. C'est sur le coin Reddit, que la feuille de calcul va enfin être ouverte. J'ai dormi 3 heures. À 5h31 le dimanche matin, moins de 14 heures après avoir quitté la maison de Fulton Street, sous une pluie battante qui avait commencé avant l'aube, et qui ne comptait pas s'arrêter. Une agente immobilière nommée Gian, s'est rendue à la propriété dans un SUV de société. Elle portait des bottes de pluie, et une veste jaune. Et elle a travaillé rapidement. Le panneau à vendre a été planté dans la pelouse, à 35 cm du trottoir. Exactement là, où il serait la première chose visible, depuis la fenêtre de la chambre du devant, où dorment Dal et Irene. Panneau blanc, lettres rouges, le logo de l'agence dans le coin, et le prix de vente imprimé en bas, en chiffres assez grands, pour être lu depuis l'allée, 310 000 €. Gian a pris une photo du panneau pour le dossier de l'annonce, l'a téléchargé sur le MLS depuis son téléphone, et est reparti. Le panneau est resté sous la pluie, éclairé par la lumière du Porsche, toujours allumé depuis la nuit précédente. L'eau ruisselait sur les lettres. Il avait l'air permanent. Il l'était. Dal Thorne l'a vu à 5h48. Quinn a reconstitué la chronologie plus tard, à partir de l'horodatage de la publication de l'agente, et de l'heure du premier appel de Dal sur mon téléphone. 5h51, je n'ai pas répondu. 5h53, 5h55, 5h57. 4 appels en 6 minutes. Puis 3 minutes de silence, pendant lesquelles Quinn pense que Dal mettait ses lunettes, pour essayer de lire le prix, à travers la fenêtre striée de pluie. Ensuite, les coups ont commencé. À 6h02, j'ai ouvert ma porte d'entrée. Dal se tenait sur mon porche, sous la pluie, pieds nus. Le bas de son pyjama était trempé jusqu'aux genoux, et son t-shirt était déjà sombre, à cause de l'eau. Ses cheveux étaient plaqués sur son front, et ses lunettes étaient mouchetées de pluie. Il tremblait. Pas de froid, bien que cette matinée de juillet fût plus fraîche qu'elle n'aurait dû l'être. Mais d'un tremblement structurel. Le genre de tremblement qui commence dans les mains, et se propage vers l'intérieur, jusqu'à ce que les côtes le ressentent. Il tenait son téléphone dans une main. L'autre main était serrée en un poing, qui ne cessait de s'ouvrir et de se fermer, comme s'il essayait de retenir quelque chose, qui n'était plus là. « Il y a un panneau dans mon jardin », a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le mot « jardin », comme si le mot lui-même avait une fracture. « Il y a un panneau dans mon jardin, papa », ai-je répondu. Je suis le propriétaire de la maison. Je la possède depuis 2019. L'acte de propriété est enregistré, auprès du comté de Multnomah, sous le nom d'un trust à mon nom. Chaque facture de taxe foncière, depuis 5 ans, est sortie de mon compte courant. Chaque prime d'assurance. Le toit, la chaudière. La plomberie, le sol de la cuisine. 276 000 €, mon argent, mon nom, ma maison. La main de Dal s'est posée sur le cadre de la porte. Ses doigts se sont refermés sur le bois, et son poids a basculé, comme celui d'un homme qui vient de sentir le sol devenir mou. La pluie coulait le long de son bras, s'accumulait au niveau de son coude, et gouttait sur le paillasson, à un rythme régulier. Tu ne peux pas vendre notre maison, Corbin. Tu ne peux pas faire ça à ta mère. Ce n'est pas votre maison. Je l'ai achetée. Quand vous étiez à 3 mois d'une saisie. La banque avait envoyé 2 avis. Le 3e aurait déclenché la procédure. Vous n'avez jamais demandé ce qui s'était passé. Vous n'avez jamais demandé pourquoi les lettres avaient cessé d'arriver. Vous n'avez jamais demandé qui avait payé les 63 000 € d'arriérés et de pénalités. Tu es resté assis dans ton fauteuil, à faire tes mots croisés, et tu as supposé que quelqu'un s'en était occupé. Et quelqu'un s'en est bien occupé. Moi. Le fils qui manipule les chiffres. Pourquoi fais-tu ça maintenant, après 5 ans? Parce que hier, dans ma maison, à ma table, ton petit-fils est sorti d'une pièce, emportant 1 850 € de biens appartenant à mon fils. Et ton autre fils a dit, que ça lui allait mieux. Parce que maman m'a dit, que ce n'était qu'un jouet. Parce que tu es resté assis dans ton fauteuil.
Et que tu n'as pas dit un seul mot. Et parce que j'ai sorti les chiffres hier soir, papa. Et j'ai trouvé les 600 €. Le visage de Dal est passé de mouillé à blanc. Pas le blanc de la pluie, mais le blanc d'un homme qui entend un chiffre qu'il pensait enterrer à jamais, prononcé à voix haute sur un Porsche qu'il ne peut pas se permettre. C'était juste pour aider avec les dépenses, a-t-il dit. Son murmure était à peine plus fort que la pluie. 36 000 € sur 5 ans. Tu l'as déclaré comme revenu locatif, sur tes impôts d'État. Tu as listé Vaughn comme locataire, à mon adresse, sur ma propriété. 0 € pour moi, chaque dollar pour toi. La pluie continuait de tomber. Dal restait là, debout. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose sur le visage de mon père, que je n'avais jamais vu auparavant. La prise de conscience, que la personne qu'il avait sous-estimée pendant 36 ans, était la seule personne restante, qui pouvait l'aider. Et que cette personne, venait de planter un panneau dans son jardin. Ai-je dit. Tu es trempé, et nous allons parler de chaque chiffre. Avant de laisser Dal s'asseoir, je suis allé à ma voiture dans le parking, j'ai ouvert la console centrale, et j'en ai sorti la clé de la maison. En laiton. Anneau en acier ordinaire. Elle était restée là, depuis samedi après-midi. La seule chose que j'avais retirée de mon trousseau ce jour-là. Je l'ai mise dans ma poche, et je suis retourné à l'intérieur. Dal était debout dans ma cuisine, dégoulinant sur le carrelage, regardant l'appartement de la manière dont un homme regarde une pièce où il n'a jamais été invité auparavant. Ce qui était son cas. La confrontation a eu lieu à la table de ma cuisine. Dal était assis en face de moi, portant un sweatshirt que j'avais sorti de mon placard, parce que son t-shirt était trempé, et que l'homme grelottait sur ma chaise de cuisine. La même chaise où Ellie prend son petit déjeuner, tous les matins. L'eau de pluie formait une petite flaque sous ses pieds nus, sur le carrelage que j'avais lavé la veille. Ses lunettes étaient embuées, à cause du changement de température entre l'extérieur et l'intérieur. Il les a enlevées, les a essuyées sur le sweatshirt, et les a remises. Ses mains tremblaient encore. J'ai ouvert le registre de la maison Thorne sur mon ordinateur portable, et j'ai tourné l'écran vers lui. 185 000 € pour l'achat, 42 000 € en taxes foncières, 18 000 € en assurance, 31 000 € en réparation. 276 000 €. Papa, c'est ce que cette famille m'a coûté. Et hier, dans une maison que j'ai payée, à une table que j'ai remplacée, sous un toit que j'ai refait. Le cadeau d'anniversaire de mon fils a été volé par son cousin, et tout le monde a ri. Dal a fixé la feuille de calcul. Ses yeux parcouraient les lignes, de la façon dont les yeux se déplacent quand ils comptent, et que le compte ne cesse de s'alourdir. Vaughn est arrivé 30 minutes plus tard. Dal l'avait appelé depuis le téléphone de ma cuisine, les mains tremblantes. L'appel avait duré 14 secondes, juste assez longtemps pour dire 4 mots, Corbin vend la maison. Vaughn a conduit de Fulton Street à mon appartement, dans un camion qui avait encore du gravier de l'allée de mes parents, coincé dans les pneus. Il est entré dans mon immeuble sans sonner, a trouvé mon appartement, et a poussé la porte non verrouillée sans frapper. Parce que Vaughn n'a jamais rencontré de limite, qu'il considérait comme s'appliquant à lui-même. Il était bruyant, dès le couloir. Sa voix arrivant avant son corps. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Papa dit que tu vends la maison. Tu ne peux pas vendre une maison qui n'est pas à toi. L'acte est à mon nom. Depuis 5 ans. Le bureau d'enregistrement du comté l'a dans ses archives. Tu es libre d'y aller lundi matin, pour vérifier. Le volume de Vaughn a diminué de moitié. L'air dans la pièce avait changé. Il a regardé Dal, qui était assis à ma table de cuisine, dans mon sweatshirt, avec une flaque d'eau de pluie sous ses pieds nus. Et l'image elle-même était une réponse, à une question que Vaughn ne savait même pas qu'il se posait. C'est vrai, papa? Il est le propriétaire de la maison. Dal n'a pas répondu. Ses yeux étaient rivés sur l'écran de l'ordinateur, où le registre était toujours ouvert. Des rangées de chiffres, défilant au-delà du bord de l'écran. Tant que tu y es, ai-je dit, tu devrais peut-être demander à papa, ce qu'il en est des 600 € par mois que tu lui as versés en loyer, pour une maison qui ne lui appartient pas, pendant 5 ans. Vaughn s'est tourné lentement vers Dal, de la façon dont un homme se tourne vers un son, qu'il ne veut pas confirmer. Tu m'as dit que c'était le paiement de l'hypothèque. Tu as dit que ça allait à la banque. La bouche de Dal s'est ouverte. Ses lèvres ont formé le début d'un mot, mais le mot n'est pas arrivé.
Ses mains étaient à plat sur la table, paume vers le bas. Et elles ne tremblaient plus. Elles étaient immobiles. L'immobilité d'un homme, qui est à court d'histoire. Il n'y a pas d'hypothèque, ai-je dit. Je l'ai remboursé, quand j'ai acheté la maison en 2019. La propriété est entièrement payée. Papa t'a fait payer un loyer sur ma propriété, et a gardé chaque dollar. 36 000 euros. Et il l'a déclaré à l'État, comme revenu locatif. Vaughn s'est assis sur la chaise à côté de Dal, comme si ses jambes avaient été déconnectées de tout processus décisionnel. Il a regardé son père, de la même manière qu'un homme regarde une porte verrouillée, quand il réalise que la clé qu'il utilise depuis 5 ans, a été taillée dans un mensonge. Puis Vaughn a essayé de détourner le sujet. Il s'est relevé, s'est penché sur la table, et a dit ce qu'il gardait en réserve, c'est exactement ça ton problème, Corbin. Tu es assis à un bureau à manipuler des chiffres toute la journée, et ensuite, tu achètes à un gamin de 12 ans un casque à 1800 euros. Pour qu'il pense que son père est intéressant. J'ai fait du sport. Il a des amis. Ton gamin est assis dans une pièce, à dessiner des images sur un écran, que personne ne regardera jamais. Tu élèves un garçon fragile, avec des jouets chers. Parce que tu ne sais pas comment élever un garçon avec de la poigne. Et tu te demandes pourquoi ta femme est partie. La cuisine est devenue silencieuse. Dal a pressé sa paume à plat sur la table. Quinn, qui était arrivé à 6h30 avec les documents de mise en vente et qui se tenait près du comptoir, a posé son café à 2 mains, et ne l'a plus repris. Je me suis levé. Ma voix était égale. Tu as traité mon fils de fragile. Il a 12 ans, et il conçoit des bâtiments en 3 dimensions, que sa professeure d'art plastique qualifie de niveau universitaire. Tu as qualifié son casque de jouet. C'est l'outil qu'il utilise pour faire un travail que ton fils n'a jamais tenté de faire. Tu m'as qualifié d'employé de bureau, qui manipule des chiffres. Ces chiffres ont acheté la maison où tu dors, ont payé les impôts que tu n'as jamais remarqués, ont remplacé le toit sous lequel tu te tiens, et ont financé chaque réparation dont tu t'es attribué le mérite lors des dîners de famille. Tu as vécu sans payer de loyer sur ma propriété pendant 5 ans, tout en disant aux gens que tu aidais les parents. Et papa t'a fait payer 600 euros par mois, et les a empochés. Parce qu'il savait que tu ne demanderais jamais de reçu. Toute ta vie, Vaughn, la maison, l'allée, la table de cuisine où tu étais assis hier pendant que ton fils volait le mien. Tout cela a été payé, par le nerf des feuilles de calcul, que tu as qualifié de pas assez intéressant. Pour être un père. La main de Vaughn s'est posée sur le dos de la chaise. Ses doigts ont blanchi, sa mâchoire s'est crispée sur le côté, et sa respiration est devenue superficielle, sa poitrine se soulevant à peine. Il a regardé le registre sur l'écran, puis Dal, puis moi. Sa jambe gauche a reculé d'un demi-pas. La couleur a quitté son visage, en commençant par les tempes. Tu m'as traité de fragile, Vaughn. Tu as traité mon fils de fragile. Et tu te demandes pourquoi ta femme est partie. J'ai retourné sa réplique, sans élever la voix. La différence, c'est que mon fils et moi, nous vivons dans une maison que je paie. Toi, tu vis aussi dans une maison que je paie. Et j'en ai fini. Dal a essayé. Sa voix était tombée à un murmure à peine audible. C'est la maison de ta mère, Corbin. Elle t'a élevé dans cette maison. Tu ne lui enlèverais pas ça. J'ai plongé la main dans ma poche, et j'en ai sorti la clé de la maison. En laiton. Anneau en acier ordinaire. La clé que je portais depuis 2019. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, entre la cafetière et le porte-serviette en papier, avec un clic plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Maman a dit que ce n'était qu'un jouet, pas une maison. L'acte de propriété dit Corbin Thorne. Le panneau a été planté à 5h30. Vous avez 30 jours. Dal a fixé la clé sur le comptoir. Sa main s'est avancée vers elle, puis s'est arrêtée. De la façon dont les mains s'arrêtent, quand elles réalisent que la chose qu'elles cherchent à atteindre, n'a jamais été la leur. Vaughn a tenté une dernière fois. Je vais rendre le casque. Je ne voulais rien faire de mal. Ça a cessé de concerner le casque, quand j'ai ouvert la feuille de calcul. Le casque, c'était 1850 euros. La maison, c'était 276 000 euros. Tu as choisi le mauvais jouet à qualifier d'insignifiant. Je les ai regardés tous les deux. Mon père, assis dans mon sweatshirt emprunté, à ma table,
les empreintes de pieds mouillés séchant encore sur mon sol. Mon frère, debout, une main sur une chaise qu'il pensait posséder, dans une conversation qu'il pensait pouvoir gagner. C'est le dernier dollar, le dernier paiement d'impôt, la dernière prime d'assurance. La dernière fois que mon fils entrera dans une pièce de cette famille. Pour en repartir avec moins qu'en arrivant. L'annonce est en ligne. Le préavis d'expulsion est certifié. Mon nom est sur chaque document qui compte. Et pour chaque document, où vous pensiez que votre nom figurait, vérifiez à nouveau. Quinn a remis à Dal le préavis d'expulsion certifié, au moment de leur départ. Une enveloppe blanche, avec le sceau du comté, et le nom du cabinet de Quinn imprimé en haut. Dal l'a prise, sans la lire. Il la tenait, comme un homme tient un verdict dont il connaît déjà le contenu. Vaughn n'a rien pris. Il ne m'a pas serré la main. Il n'a pas regardé le dessin d'Ellie sur le réfrigérateur, en traversant la cuisine. Pourtant, il était juste là, une esquisse au crayon d'un bâtiment qu'Ellie avait conçu la semaine précédente, scotché au frigo avec un aimant en forme de rapporteur. Il a marché jusqu'à son camion dans mon parking. Il est resté assis au volant pendant 2 bonnes minutes, le moteur éteint, la pluie battant sur le pare-brise. Puis il est parti, sans mettre son clignotant. Dal a marché derrière lui, pieds nus sous la pluie du parking, portant le préavis d'expulsion d'une main, et son téléphone de l'autre. Le téléphone, qui avait passé 4 appels sans réponse, à un fils, qui avait finalement cessé de répondre. Le rapport de police pour le Vision Pro a été assigné à un détective des crimes contre les biens, qui a contacté Vaughn par téléphone le mardi suivant. Le détective a expliqué que le vol de biens d'une valeur supérieure à 750 €, dans l'Oregon, est un crime de classe C. Et qu'un rapport avait été déposé, par le propriétaire du bien. Vaughn a dit que c'était un gamin qui s'amusait, que ce n'était pas un vol. Le détective a répondu que l'objet avait été retiré de la chambre du propriétaire, et n'avait pas été rendu. Que le reçu indiquait une valeur de 1850 €. Et que la question de savoir, s'il s'agissait d'un jeu ou non, appartenait au tribunal. Le casque a été retourné à mon appartement, dans sa boîte d'origine, le mercredi. Livré par Irene, qui l'a posé sur mon paillasson sans frapper, a sonné une fois, et est reparti avant même que je n'ouvre la porte. Ellie l'a trouvé. Il a ouvert la boîte à la table de la cuisine, a vérifié que les lentilles n'étaient pas rayées, et l'a mis. Il concevait un bâtiment, en moins de 5 minutes. Il n'a pas demandé où il avait été. Il le savait déjà. L'annonce a été mise en ligne le dimanche, et a reçu 3 demandes de visite, dès la première semaine. 2 couples, et un acheteur seul, ont visité la propriété, pendant que Dal et Irene étaient encore en train de faire leur carton, à l'étage. L'agente immobilière a dit à Quinn, que Dal était resté assis à la table de la cuisine, pendant l'une des visites, sans bouger. L'agent de l'acheteur a demandé, si la famille du vendeur avait besoin de plus de temps. Quinn a répondu non. Le préavis d'expulsion certifié a été signifié le lundi matin, et donné 30 jours à tous les occupants, pour quitter les lieux. Dal et Irene ont commencé à emballer le week-end suivant. Irene remplissait les cartons, avec l'efficacité organisée d'une femme, qui a géré un foyer pendant des décennies, et qui doit maintenant décider, quelle partie de ce foyer elle est autorisée à garder. Dal était assis dans son fauteuil, et regardait. Au 12e jour, il s'est finalement levé, et a commencé à décrocher les photographies du mur du couloir. Les trous de clous derrière elle, étaient les seules marques qu'il ait jamais faites, sur une maison qui ne lui appartenait pas. Vaughn, qui avait payé 600 € par mois à un homme qui les avait intégralement empochés, a chargé son camion le 19e jour. Et a déménagé dans un studio à Gresham, qui coûtait 900 € par mois. Pas de co-signataire, pas de garant, pas de nom de frère sur le bail. Il a pris les cartons de la chambre d'amis, le cadre de lit qui était rayé après 2 ans de négligence, et rien de la cuisine. Parce que la cuisine ne lui avait jamais appartenu. Il ne m'a rien demandé de garantir. Il n'a pas appelé. Quinn m'a raconté ce qui s'est passé, lors d'un barbecue familial chez la sœur d'Irene, fin juillet. Karen et la femme de Quinn étaient dans le même club de lecture depuis 6 ans. C'est comme ça que Quinn et moi nous sommes rencontrés à l'origine. Et Karen l'avait invité, sans savoir que cette connexion aurait de l'importance. La sœur d'Irene, Karen, a demandé à Dal où il déménageait. Dal a répondu « On est en train de voir ». Le mari de Karen, un homme nommé Paul, qui avait toujours cru que Dal était le propriétaire de la maison de Fulton Street, a dit
je pensais que cette maison était payée. Que s'est-il passé? Dal n'a rien dit. Karen a regardé Irene. Irene a regardé la salade de pommes de terre. La femme de Quinn, qui se tenait près de la glacière, a dit, Corbin a acheté cette maison il y a 5 ans. Il paie toutes les factures depuis. Personne ne vous l'avait dit? La terrasse est devenue silencieuse. Karen a posé son assiette. Paul a regardé Dal, avec une expression qui recalculait 20 ans d'admiration, en temps réel. Irene m'a appelé une fois, 3 jours après le barbecue. Elle a appelé à 9 heures du matin. C'est l'heure à laquelle elle appelle, quand elle veut avoir une conversation, qu'elle a répétée depuis l'aube. Elle a dit, tu aurais pu nous dire que tu étais le propriétaire de la maison, Corbin. Tu aurais pu dire quelque chose, à n'importe quel moment en 5 ans. J'aurais pu. Et toi, tu aurais pu empêcher ton petit-fils, de sortir de la chambre de mon fils en portant son cadeau d'anniversaire. Tu aurais pu dire à Vaughn de le rendre. Tu aurais pu dire un mot à Dal, sur le fait qu'il percevait un loyer. Pour une maison qui ne lui appartenait pas. Tu as eu 5 ans de dîner du dimanche, pour regarder ton fils et lui demander d'où venait l'argent. Tu n'as pas regardé, parce que regarder, t'aurait coûté la version de l'histoire, où Dal est le soutien de famille. Et où je suis celui qui manipule des chiffres. Elle est restée silencieuse pendant 10 secondes. Puis elle a dit, c'était entre les garçons. C'était entre les adultes, qui ont regardé et ri. Ellie s'est tenue dans un encadrement de porte, à 12 ans, et a regardé sa famille lui dire qu'il n'avait pas d'importance. C'est pour ça, que le panneau est dans le jardin, maman. Pas le casque, pas l'argent. Le regard sur le visage de mon fils. Quand personne dans la pièce ne l'a défendu. Elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé depuis. La conversation a duré moins de 3 minutes. J'ai eu des appels plus longs, avec ma compagnie d'électricité. Quinn m'a raconté, à quoi a ressemblé la dernière semaine de Dal et Irene, dans la maison. Ils ont déménagé dans un 3 pièces en location à Milwaukee, qui coûtait 1 400 € par mois. Plus que ce que Dal n'a jamais payé pour un logement de sa vie. Et la caution, est venue des 36 000 € qu'il avait perçus de Vaughn. C'était désormais, la seule épargne qu'il avait. La maison de Fulton Street était vide, au 27e jour. Quinn l'a visitée avec l'agente immobilière, le lendemain matin de leur départ. La maison était vide, de la façon dont les maisons sont vides, quand 30 ans d'une famille ont été retirés en 27 jours. Pas propre, pas détruite, juste absente. Les murs avaient des trous de clous, là où des photos étaient accrochées, certains avec de petits éclats de peinture manquants, où les cadres avaient été retirés trop vite. Le comptoir de la cuisine avait une auréole laissée par une tasse de café, qui était restée au même endroit si longtemps, que la tache faisait maintenant partie de la surface. Le fauteuil n'était plus là, mais la moquette où il se trouvait était d'une teinte différente du reste de la pièce. Plus claire, protégée par des années de passage, grâce au poids d'un homme, qui est resté assis à regarder, pendant que quelqu'un d'autre payait le sol sous ses pieds. Le livre de mots croisés était dans la poubelle de recyclage, sur le trottoir. Sa tranche était cassée, ses pages étaient douces, à force d'avoir été utilisées. Le garage avait des taches d'huile, laissées par le camion de Vaughn, et une bosse dans le placo près de la porte. Quelqu'un l'avait heurté avec quelque chose de lourd, et ne l'avait jamais réparé. Bien que j'ai payé 3 entrepreneurs sur 5 ans, pour tout réparer. Et la clé, que j'avais laissée sur le comptoir de ma cuisine pendant la confrontation, était posée sur l'îlot de la maison vide de Fulton Street. Placée là par Dal, au moment de son départ. À côté d'un mot écrit au dos d'un ticket de caisse de station-service, qui disait « Je ne savais pas ». 4 mots sur un reçu pour 12 € d'essence sans plomb. Arrivant 5 ans, et 276 000 €, trop tard. Un dimanche matin de fin juillet, Ellie était assis à notre table de cuisine, avec le Vision Pro sur le visage. Le même casque qui avait été pris, puis rendu. En train de concevoir quelque chose que je ne pouvais pas voir. Ses mains se déplaçaient dans l'air, plaçant des murs, des fenêtres, et des lignes de toit, dans un espace que lui seul pouvait naviguer. Il construisait une maison. Pas la maison de Fulton Street. Quelque chose de nouveau. Quelque chose, qui n'appartenait qu'à lui. Il a abaissé le casque après 20 minutes, et m'a regardé. « Papa, je peux te montrer quelque chose ?» J'ai fait le tour de la table, et il m'a tendu le casque pour que je regarde à travers. Sur l'écran, il y avait une maison. Une petite.
2 chambres, une cuisine ouverte, de grandes fenêtres. Il avait texturé les murs, placé des meubles, et ajouté un détail que je n'ai remarqué, que lorsqu'il me l'a montré du doigt. Un petit bureau dans le coin du salon, avec un ordinateur portable dessus, et une feuille de calcul sur l'écran. Il m'avait dessiné dans son bâtiment, assis à un bureau, travaillant sur des chiffres. Un garçon de 12 ans avait conçu une maison pour son père, à l'intérieur d'un casque que la famille de son grand-père qualifiait de jouet. Je lui ai rendu le casque. C'est une belle maison, Ellie. Je sais, a-t-il dit. Et il s'est remis à construire. La clé de la maison est maintenant dans le tiroir de mon bureau. Hors du trousseau. Je ne la porte plus. Pendant 5 ans, elle a côtoyé ma clé de voiture, et ma clé de bureau. C'était la plus lourde du trousseau. Celle que je sentais dans ma poche, quand je m'asseyais. Maintenant, le trousseau est plus léger, le tiroir est plus lourd, et le poids est allé exactement là, où il était censé aller. La maison de Fulton Street est sous contrat, à 308 000 €, la vente se concluant en septembre. L'acheteur est un jeune couple de l'Oswego, qui a traversé les pièces vides, et a vu ce qu'elles pouvaient devenir, pas ce qu'elles avaient été. Ils vont peindre la cuisine, d'une couleur qui n'a aucun souvenir attaché à elle. Ils vont planter quelque chose dans le jardin de devant, là où le panneau à vendre se tenait sous la pluie, un dimanche matin de juillet. Ils vont en faire leur maison, de la façon dont tout le monde devrait faire d'une maison la sienne. En la payant, en sachant quel nom est sur l'acte de propriété, en vérifiant. Merci d'avoir été là. Si cette histoire vous a rappelé que les gens discrets ne sont pas faibles, ils attendent juste le bon chiffre. Abonnez-vous à Le Coin Reddit, et partagez ceci avec quelqu'un, qui a besoin de l'entendre. On se voit dans la prochaine vidéo.